Chers téléspectateurs de Évangélique TV, bienvenue sur votre émission Droits et Devoirs. Une émission qui vous permet de comprendre vos droits et vos devoirs dans la cité. Pour ce premier numéro, nous aurons à comprendre le processus d'élaboration et d'adoption d'une loi. Et pour ce faire, nous avons invité pour vous un honorable député, un homme qui est bien connu sur l'échiquier politique national. Il est connu parce que très actif dans les débats parlementaires. Il est connu aussi parce qu'il propose des lois à l'Assemblée nationale. C'est un des députés de la 11e circonscription électorale du Bénin. Il est rapporteur général de la Commission des finances et des échanges. Vous avez deviné, nous avons invité pour vous l'honorable député Benochi Gérard. Honorable, bonjour. Bonjour, cher frère. Soyez les bienvenus sur notre plateau. C'est moi, je vous salue. Avant même de rentrer dans le vif du sujet qui est de comprendre comment les lois sont élaborées, comment les lois sont adoptées, et nous aurons dans un premier temps à comprendre un peu le fonctionnement de l'institution qui est chargée d'élaborer ces lois ou de voter ces lois avant de venir sur comment ou de comprendre le processus d'élaboration ou de vote de ces lois. Avant, disais-je, d'en arriver là, nous avons appris entre-temps que vous avez fait une proposition de loi portant enregistrement dérogatoire à l'état civil. Honorable, à quoi cela retourne? Merci beaucoup. Oui, vous êtes dans le pays, vous avez participé à l'opération que le gouvernement avait lancée, qu'on appelle RAVIP, recensement initial à vocation d'identification de la population, qui est un projet pour permettre au gouvernement de maîtriser sa population et sur cette base de pouvoir concevoir des projets de développement tels que ARCHE, le programme ARCHE, oui, basé sur le RAVIP. Alors après l'opération RAVIP, nous avons fait le point et j'étais membre du comité de pilotage du RAVIP, du comité d'orientation, de supervision du RAVIP. Et après l'opération, nous nous sommes rendus compte que près de 2 500 000 de Béninois ont été enregistrés sur la base du témoignage. Cela voudra dire quoi? Qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Et vous-même, vous connaissez l'importance de l'acte de naissance dans la vie d'un homme. Alors, c'est cela qui nous a motivés à proposer une loi. Pourquoi? Parce que le processus d'obtention de l'acte de naissance au Bénin, lorsque vous dépassez les 21 jours prescrits par la loi sur le code des personnes pour déclarer l'enfant à la naissance, pour pouvoir bénéficier d'un acte de naissance, lorsque les parents dépassent ces 21 jours, ne le font pas, alors on tombe dans un cercle qui est compliqué parce qu'il faut désormais aller au tribunal et c'est compliqué. Les populations doivent dépenser beaucoup, autour de 35 000 à 50 000, et nos pauvres parents n'ayant pas ces sommes abandonnent. Donc ce qui fait que les gens grandissent sans acte de naissance. Et pour contourner ce processus compliqué, il faut une loi dérogatoire qui déroge à cette procédure compliquée. Et cela, l'idée donc de ma proposition de loi portant enregistrement dérogatoire à l'état civil pour permettre donc de raccourcir ce processus. Mais il ne suffit pas de raccourcir, mais il faut le coup. Nous avons le gouvernement du Bénin, le président Patrice Talon, informé de cette proposition de loi, était très content et a accepté que le gouvernement s'engageait donc à accompagner cette loi et à prendre tous les décrets d'application et aussi supporter le coût pour que les populations puissent bénéficier gratuitement donc de ces actes de naissance. Donc c'est cela qui est en cours actuellement. Ok, donc vous venez de dire que c'est gratuit. C'est gratuit en ce sens que le gouvernement prend en compte à 100% les coûts de production de ces actes de naissance et l'organe technique qu'on appelle l'Agence nationale de traitement a extrait donc déjà de la base de données du RAVIP les informations concernant tous ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, qui sont les 2 500 000. Elle les a traités et puis a généré leur acte de naissance, le format, et puis a envoyé ça au garde des Sceaux. Donc, et le processus décrit, prescrit que le garde des Sceaux va envoyer ces actes de naissance aux procureurs généraux, aux procureurs de la République,
qui, dans le ressort de leurs compétences, vont les transmettre donc aux mairies, aux maires compétents, et chaque commune se chargera de s'organiser pour enregistrer dans les registres de l'état civil les actes de leurs citoyens qui leur sont envoyés. Et c'est après cela on passera donc à la distribution gratuite donc des volets aux bénéficiaires. Ok. Est-ce que ces actes qui, vous avez dit, sont émis de façon dérogatoire, est-ce que ces actes auront même force juridique que les actes de naissance ordinaires que nous connaissons? Non, c'est pas émis comme ça, on dit les communes, les mairies, au niveau de leur ressort, vont les enregistrer dans les registres d'état civil. Donc ceux qui sont nés, qui sont déclarés officiellement, sont enregistrés dans les registres d'état civil. Oui. Donc ceux aussi, les informations seront envoyées et ils vont les enregistrer dans les registres d'état civil. Okay. Donc c'est le même registre. Okay. Donc ça, à force de loi, ça a force probante et ça a la même force qu'un enfant qui était né, qu'on a déclaré dans les délais. Donc c'est les mêmes actes, étant donné que les procureurs ont pris les réquisitions qu'il faut. Donc avant de saisir ces maires à transcrire les informations concernant ces personnes dans les registres d'état civil, et les volets leur seront délivrés donc gratuitement, mais qui ont les mêmes forces, c'est les mêmes actes de naissance. Okay. Absolument. Merci beaucoup, honorable. Je crois que si c'est fait tel que vous l'avez décrit, ça va faire le bonheur de beaucoup de Béninois. Absolument. Mais honorable, quelle est la différence de ces actes-là par rapport à ce qu'on avait eu entre-temps? On a entendu parler de RAVEC. Oui. Mais oui. C'était un autre projet qui tentait donc de faciliter l'obtention de l'acte de naissance à ceux qui n'en avaient pas. Mais cette procédure de RAVEC aussi, c'était compliqué. C'était aussi compliqué. Cela fait que les procédures n'ont pas pu aboutir. C'est aussi compliqué. Et beaucoup donc de projets de ce genre sont restés bloqués, coincés dans les tribunaux. Si vous allez dans les tribunaux, c'est des archives, des tonnes d'archives qu'on ne s'en sort pas. Donc, mais tout ce qui avait été enregistré au RAVEC sont concernés aussi donc, par ce que nous sommes en train de la loi dérogatoire. Parce que cette loi les prend aussi en compte. Ceux-là aussi sont pris parce qu'on a déjà les informations sur eux. Et ces informations donc, sont envoyées donc, au procureur pour que les réquisitions soient prises. Ils sont aussi concernés. Ok. On peut garder espoir que cette nouvelle loi ou ce nouveau processus ne va pas connaître le même sort que... Non, c'est déjà très avancé, c'est très simple. Je pense qu'il n'y aura pas de goulot d'étranglement, étant donné que ce qui va constituer le goulot d'étranglement, c'est l'argent. Et le gouvernement prend en charge cela, donc ça va. Et tous les acteurs impliqués ont été formés, sensibilisés, formés, et cela se déroule normalement. Merci beaucoup, honorable. Oui. Nous allons maintenant parler de l'institution parlementaire. Oui. Vous êtes, je l'ai dit, un des députés de la 11e circonscription électorale. Oui. Je crois bien, nous sommes à la 7e législature. C'est la 7e législature. Certainement, le Parlement du Bénin a une histoire. Absolument, le Parlement du Bénin a une histoire. Vous savez que le Bénin est sorti donc d'un régime dictatorial de parti unique dans les années 90. Et on a eu une transition d'un an, de 90 à 91, où le rôle parlementaire législatif a été assuré par ce qu'on appelait le HCR, qui est le Haut Conseil de la République. Donc, le HCR a cédé place donc, à la première législature qui a été installée en 1991. Donc, en 1991, nous avons commencé la première législature de 4 ans, les mandats sont de 4 ans, donc 91, 95, 99, 2003, 2007, 2011 et puis 2015. Donc la législature actuelle a été donc élue en 2015 et installée le 19 mai 2015 et va achever donc son mandat dans quelques semaines. Et le corps électoral est déjà convoqué par le gouvernement pour le 28 avril pour élire les députés qui doivent siéger à la 8e législature. Ok, un parlement sert à quoi en fait? Oui, le parlement sert à voter des lois, c'est tout. Il n'y a pas autre chose, c'est un des pouvoirs de l'État.
l'État, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. C'est les trois pouvoirs classiques qu'on connaît. Donc le Parlement est un de ces trois pouvoirs-là qui est chargé donc, de voter des lois, pour mettre des lois à la disposition de l'exécutif pour conduire l'action publique, de contrôler aussi l'action du gouvernement. C'est un des rôles de l'Assemblée nationale, contrôler l'action du gouvernement à travers les questions orales au gouvernement, les questions écrites au gouvernement, les interpellations au gouvernement, les commissions d'enquête parlementaire pour contrôler la manière dont le gouvernement est en train donc d'utiliser les ressources publiques pour être convaincu que ces ressources sont utilisées dans le bon sens et à bon escient pour le bonheur des populations. Donc voilà les rôles classiques du Parlement, voter des lois, mais contrôler aussi l'action du gouvernement. Je vous prends sur ce dernier point. Le Parlement sert à contrôler l'action du gouvernement. On l'a vu, on l'a beaucoup vu sous le régime passé. On a constaté que le Parlement a joué vraiment ce rôle. Mais depuis l'avènement du nouveau régime, on constate que, je ne sais pas s'il y a un temps, le Parlement veut donner du temps au gouvernement pour observer d'abord, ou bien est-ce que le gouvernement fait tout bien? C'est une mauvaise appréciation. C'est une impression que les gens ont. Le Parlement, je dis, vote des lois. Et le Parlement, la 7e législature, a voté abondamment de lois, a battu tous les records en matière de production législative. Oui. Mais sur le volet du contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement n'a pas été absent que ça. Mais seulement que ce Parlement a consacré le gros du temps à la production législative, étant donné que nous sommes dans une période de réforme politique et institutionnelle, et il faut voter beaucoup de lois, des projets de loi envoyés par le gouvernement, des propositions de loi venant donc des députés. Cela fait que le Parlement a été plus occupé à voter des lois. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu absence totale sur le volet donc du contrôle de l'action gouvernementale. Non, il y a beaucoup de questions orales qui sont posées au gouvernement, des questions écrites sont posées au gouvernement. Nous avons des commissions d'enquête parlementaires qui sont en cours, qui sont en train de travailler, n'ont pas encore déposé leur rapport. La commission d'enquête parlementaire sur le fonds d'aide à la culture, la commission d'enquête parlementaire sur le projet de Maria Glita pour voir comment les milliards qui ont été donc aboutis pour nous donner de l'électricité qu'on n'a jamais eu, comment est-ce que ces milliards ont été dépensés. Donc les commissions sont en train de travailler là-dessus pour voir comment ces fonds-là, ces fonds publics ont été votés. Ça n'a pas été absent totalement, le volet contrôle de l'action gouvernementale. Il est vrai qu'on aurait souhaité un équilibre entre le vote et le contrôle, mais disons que à la 7e législature, les votes de loi ont beaucoup plus de poids que le contrôle, parce que nous étions dans une période de réforme politique et institutionnelle. Il y avait beaucoup de lois urgentes à voter, et ce qui a fait qu'on a eu l'impression que le Parlement était beaucoup plus prolifique sur le plan du vote des lois, et qu'on aurait cru qu'il a sacrifié le volet contrôle de l'action gouvernementale, mais il n'en est rien, parce qu'il y a eu quand même du contrôle. Ok. Sur le volet vote des lois, vous l'avez dit, et cette législature s'est distinguée dans l'abondance de production de lois. Vous venez de le dire que c'est parce que nous sommes dans une période de réforme. Est-ce qu'il n'y en a pas eu un peu trop? Parce que beaucoup se plaignent qu'il y a eu même des lois qu'on vote en pleine nuit, pratiquement tous les mois on vote. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop? Il n'y en a pas trop, étant donné que les besoins sont énormes. On ne dira, vous n'imaginez pas, il y a encore un stock abondant de projets de loi et de propositions de loi qu'on n'a pas touché. Donc, ce n'est pas bon pour un État. Un État est fait, un Parlement est fait pour voter, mettre toutes les lois à la disposition de l'exécutif. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels on aurait dû légiférer. Les lois sont là et les gens se plaignent. Ceux qui sont les utilisateurs de ces lois savent, c'est eux qui en souffrent. Ils se plaignent. L'exécutif s'en plaint, les différents corps s'en plaignent.
Le corps de la magistrature, par exemple, il y a des lois qu'on aurait dû voter pour sécuriser donc la fonction donc des magistrats, pour permettre que les magistrats aillent à la retraite à un certain âge donné pour ne pas dégarner l'administration judiciaire. On n'a pas pu voter ces lois et ce n'est pas bon. Donc il y a un stock impressionnant de lois qui sont là. Mais quand la 7e législature a eu donc à vider un peu ce stock, parce que les lois s'étaient entassées au fur et à mesure des législatures qu'on n'a pas pu voter. Mais la 7e législature a eu le mérite de dépoussiérer un certain nombre de lois et de les voter. Mais il en reste beaucoup. Nous ne savons pas. La 8e législature aussi, nous souhaitons qu'elle soit aussi prolifique que l'a été la 7e, pour vider un peu, diminuer un peu, épuiser un peu le stock. Mais on voit la partie administrative et la partie législative. Je crois que c'est bien ça. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Les deux parties. Oui, merci. Et qui dirige chaque partie. Le Parlement, c'est une administration. D'abord, il y a la partie administrative, l'administration qui est là, et la partie production législative, qui est l'ensemble des députés qui votent. Voilà, il y a cette distinction qu'il faut faire. Donc, même s'il n'y a pas de députés là, l'administration parlementaire est là et fonctionne. Et fonctionne pour recevoir des projets de loi, des propositions de loi, des pétitions qui sont envoyées par les populations. Donc l'administration est là pour les enregistrer. L'administration est là pour mettre en forme aussi les lois qui sont déjà votées, pour classer et tenir à jour donc la bibliothèque du Parlement, pour permettre que ceux qui ont besoin donc des informations, qui ont besoin donc de venir prendre des informations, puissent trouver une administration qui leur permette donc de trouver les informations qu'ils recherchent. Donc il y a cette partie administrative là, mais il y a aussi la partie des députés qui sont là donc pour venir travailler et étudier des lois et voter des lois. Donc il y a aussi cette partie là. Cette partie législative, comment ça s'organise? On entend parler de commission, je viens de le dire, vous êtes rapporteur général de la commission des finances et des échanges. Il y a combien de commissions par exemple? Oui, il y a l'Assemblée nationale, la partie production législative est organisée en 5 commissions. Quand les députés arrivent à l'Assemblée, le président de l'Assemblée leur demande de s'inscrire dans les commissions et essaie de faire l'équilibrage pour que certaines commissions ne soient pas dégarnies au profit d'autres. Donc il y a 5 commissions. Il y a la commission numéro 1 qui est la commission des lois. La commission numéro 2 qui est la commission des finances et des échanges. La commission numéro 3 qui est la commission du plan. La commission numéro 4 qui est la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. Et la commission numéro 5 qui est la commission des affaires étrangères et de la défense. Donc voilà les 5 commissions qui sont donc à l'Assemblée, qui travaillent à l'Assemblée sur les différentes lois qui sont envoyées à l'Assemblée, qui sont étudiées et votées. C'est autour de ces 5 commissions-là que le travail parlementaire se fait. Alors, lorsque, je ne sais pas si vous me permettez de décrire le processus par lequel les lois sont déposées et puis affectées aux commissions, je ne sais pas si vous me posez... Brièvement, on va revenir là-dessus quand même. Donc, quand un projet de loi vient à l'Assemblée, envoyé par le gouvernement, je vous apprends que nous avons 2 catégories de lois. Il y a des projets de loi et des propositions de loi. On parle de projet de loi lorsque c'est le gouvernement qui a eu l'initiative de cette loi. Et on parle de proposition de loi lorsque c'est un député qui a eu l'initiative, donc un ou des députés qui ont eu l'initiative de cette loi. Donc, l'initiative est partagée entre l'exécutif et le Parlement. Donc, lorsque un projet de loi vient atterrir au secrétariat de l'Assemblée nationale, le secrétariat l'enregistre et l'envoie à la direction du service législatif qui vérifie donc la recevabilité de ce projet. Si le service législatif atteste de la recevabilité, donc cela est envoyé au secrétaire particulier du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée le prend et puis
en conférence des présidents communique cela. Et cela fait partie donc des dossiers que, à la plénière, le président communique à l'ensemble des députés. Okay. Donc, c'est le président qui affecte souverainement et saisit une autre deuxième commission pour avis. Une commission, une première commission est saisie quant au fond et une seconde commission est saisie pour avis. Et les deux commissions travaillent ensemble jusqu'au vote donc, de cette loi-là. Ok. Donc, ce n'est pas que systématiquement toutes les lois sont envoyées à la commission des lois. Jamais. Non, c'est toutes les commissions qui travaillent sur les lois. Okay. Donc, la commission des lois, il y a des lois, les projets de loi qui viennent, et on sait que ça, c'est du pur droit. C'est rien que la commission des lois qui doit s'en saisir, qui doit être saisie. Par exemple, si on dit le code pénal, par exemple, ça, c'est la commission des lois. Mais une loi, par exemple, sur l'interdiction des sachets, ce n'est pas la commission des lois. On enverra cela à la commission, soit à la commission du plan. Ou à la commission forcément à la commission du plan. Voilà, qui sera saisie principalement du dossier. Et la commission des lois sera saisie comme avis, parce que comme c'est des articles à formuler, il faut que la commission des lois travaille avec eux pour la mise en forme de cette loi-là. Mais au fond, ce serait la commission du plan. C'est ainsi de suite. Par exemple, le projet de loi de finances, on ne peut pas l'envoyer à la commission des lois. Donc c'est la commission des finances qui est saisie. Quant en ce qui concerne le projet de loi de finances. Pour les projets de loi portant donc ratification d'accords de crédit, c'est la commission des finances qui est saisie, non la commission des lois. Donc les rôles sont partagés et selon la mouture de chaque loi, on sait quelle commission doit être saisie au fond et laquelle doit être saisie pour avis. Ok. Oui. Mais cette commission, vous l'avez dit que chacun s'inscrit. Oui. Mais le président essaie d'équilibrer. Selon votre profil. Oui. Vous vous inscrivez selon votre profil. Selon votre curriculum vitae. Oui. Vous pensez que vous seriez utile dans telle commission. Oui. Donc, et le président essaie de voir s'il y en a de trop dans telle commission, de moins dans telle commission, essaie de faire le rééquilibrage pour que les commissions comportent au moins 17 membres. Okay. Donc voilà. Donc là, c'est pas du tout politique. C'est pas du tout politique, pas du tout. C'est technique. Les commissions sont appelées des commissions techniques. C'est pour travailler. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils ont des choses à apporter au niveau de chaque commission voient, je serai utile ici, de par mes compétences techniques, je pense que je serai bien dans telle commission. C'est comme ça, on s'inscrit. Par contre, ce qui est politique, c'est les groupes parlementaires. C'est les groupes parlementaires qui sont politiques. Parlez-nous un peu des groupes parlementaires. Oui, les groupes parlementaires, ça dit quand les députés viennent à l'Assemblée nationale, ils viennent donc par des listes de partis politiques. Donc, en principe, ce qui devait se faire, c'est que chaque liste devait se constituer, les députés venus d'une seule liste, d'un seul parti, devaient se mettre en un seul groupe parlementaire. On devait dire le groupe parlementaire PRD. Par exemple, et c'est ce qu'on a eu, le groupe parlementaire Union fait la nation, et ça on l'a eu, tous les députés qui sont élus sur la liste de l'Union fait la nation, mais il y a eu des députés qui sont élus sur des petites listes, c'est eux seuls qui sont venus, ils ne peuvent pas seuls constituer un groupe parlementaire parce qu'il faut au moins 9 députés pour constituer un groupe parlementaire, ils sont obligés donc de se mettre ensemble, de s'associer pour trouver les 9, et former un groupe parlementaire et lui donner un nom. Mais l'idéal aurait été que tous les députés venant d'un seul parti se mettent ensemble pour former un seul groupe parlementaire. Je pense que la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est en cours et est en train de proposer cela. Et à la prochaine législature aussi, je suis sûr que ce sera comme ça, je pense. Mais dans ce cas, le parti qui vient avec 3 députés... Non, ce ne serait plus possible. Tel que les réformes sont conduites, on aura surtout la réforme du système partisan. Nous avons maintenant de grands blocs qui vont venir suffisamment avec un certain nombre de députés suffisants pour pouvoir constituer les groupes parlementaires. Mais au cas où un parti n'aurait pas le nombre de députés qui lui permettent de former un groupe parlementaire, il pourra aller s'associer avec un autre parti. Ou bien un autre parti peut lui prêter le nombre de députés qu'il faut pour lui permettre d'avoir un groupe parlementaire. D'accord. On entend parler de majorité, de minorité parlementaire. Pour nous qui sommes
qui ne sont pas dans la vie parlementaire, Oui. on ne comprend pas toujours ce que cela signifie. Parce qu'il y a des députés qui sont tantôt de la majorité parlementaire, qui peuvent se retrouver demain dans la minorité parlementaire ou vice-versa. Expliquez-nous un peu ce que cela signifie et comment ça fonctionne réellement au Parlement. Quand on dit majorité, vous-même, vous savez, quand on dit majorité dans un groupe, c'est la moitié plus 1. Oui. C'est ça. Oui. Donc, retenez qu'au moins la moitié plus 1. C'est ça la majorité. Ok. Les députés se forment soit pour aller soutenir l'action gouvernementale ou pour être contre l'action gouvernementale. Okay. Vous voyez. Donc, lorsque on vient à l'Assemblée, d'abord, on fait le vote pour élire le président de l'Assemblée nationale. Oui. Si le nombre de députés qui a permis d'élire le président de l'Assemblée nationale, forcément vont soutenir ce président de l'Assemblée nationale. Oui. Ils forment déjà une majorité autour de ce président de l'Assemblée nationale. Cette majorité peut décider demain de soutenir le gouvernement ou de s'inscrire dans l'opposition. Okay. Vous voyez? Donc la majorité peut être d'abord une majorité parlementaire parce que c'est la majorité qui a permis que le président de l'Assemblée nationale gagne. C'est à partir du jour là qu'on parle de la majorité et de la minorité. Vous voyez? Maintenant, la minorité peut décider de soutenir l'action gouvernementale. Donc on dira que la minorité est pro-gouvernementale. D'accord. Donc c'est pas que forcément la non, majorité est non, pas du tout. Et la majorité peut décider d'aller contre le gouvernement. Et la majorité peut être dans l'opposition. Okay. Mais ça peut être l'inverse aussi. Que la majorité parlementaire, c'est autour du président de l'Assemblée nationale. Le nombre de députés qui ont permis au président d'être élu, c'est la majorité. Est-ce que cette majorité accepte aussi de soutenir le gouvernement? Cette majorité est parlementaire, mais aussi soutient les actions du gouvernement. Est-ce que cette majorité dit non, nous sommes contre les actions du gouvernement? Cette majorité est parlementaire, mais est de l'opposition. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Oui, oui. Et il y a aussi un débat qui a beaucoup agité l'opinion publique et qui continue d'ailleurs d'agiter beaucoup l'opinion publique. C'est le principe de consensus qui, dit-on, qui n'a pas valeur constitutionnelle, mais qui a valeur constitutionnelle. Qui a valeur constitutionnelle. Oui. Voilà, expliquez-nous comment ça se passe. Le principe de consensus, est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien c'est déjà mis de côté? Non, c'est toujours d'actualité étant donné que la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Nous savons que la démocratie, c'est la loi de la majorité sur la minorité. Oui. Mais quand il s'agit de partager des intérêts au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là qu'il est demandé le consensus pour qu'on n'écrase pas une minorité, pour ne pas écraser une minorité. Pour la vitalité de la démocratie, il faut un consensus, pour qu'on n'ait pas l'impression que la majorité dicte sa loi sur la minorité et écrase la minorité. Donc la démocratie ne serait que de façade. C'est pour cela que pour désigner les représentants de l'Assemblée nationale dans des institutions, en principe, le principe voudrait que si la majorité qui est là, si on dit l'Assemblée nationale doit donner 5 membres, donc ça veut dire la majorité vote et prend les 5 membres. Okay. Hein? Oui. Comme ça, on aurait plus. Ça veut dire la majorité serait monocolore, la démocratie serait monocolore. Oui. Et c'est en cela que la Cour constitutionnelle a dit non. Le principe de minorité, majorité, qui existe, doit permettre qu'il y ait un consensus qui permette que les deux se retrouvent. Que la minorité y trouve son compte et que la majorité y trouve son compte. C'est en cela que se dégage le consensus que veut donc la Cour constitutionnelle, peut permettre que dans la minorité, elle voit au chapitre au même titre que la majorité. D'accord. Voilà. D'accord. Pour finir avec cette partie, honorable député, quand nous suivons l'actualité internationale, nous voyons que les députés ont des cabinets qui sont très bien organisés, au point où aux élections présidentielles françaises passées, on a appris qu'il y a un des candidats qui a employé un membre de sa famille, un emploi fictif. Voilà. Est-ce que les députés béninois ont un cabinet?
Merci beaucoup. Le principe est que le député ait son cabinet. Parce que si le député n'a pas de cabinet, comment est-ce qu'il peut étudier les lois? Comment il peut faire des propositions de loi? Comment il peut faire l'interpellation au gouvernement? Comment il peut avoir les informations pour écrire des questions d'actualité, les questions orales au gouvernement? Lui seul, il ne peut pas le faire. Donc, c'est prévu que le député ait un cabinet. Et au titre de ces indemnités qui sont allouées, il y a des indemnités qui lui sont affectées pour le fonctionnement de son cabinet. Et le député prend cela, il lui appartient d'organiser son cabinet, de recruter qui il veut pour l'aider et de les payer à partir de ces indemnités. Mais c'est au député que l'Assemblée nationale paye l'indemnité et c'est lui-même qui se charge de recruter qui il veut et qui paye. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui paye directement les membres du cabinet des députés. Tous les députés, moi je connais, beaucoup de députés ont du cabinet. Chacun, vous ne pouvez pas travailler seul, c'est impossible. Il faut avoir un assistant pour vous aider, pour le recruter, il faut avoir un secrétaire pour vous saisir les choses. Forcément, chaque député a un cabinet. Oui. D'accord. Voilà qui nous rassure. Oui. Nous allons venir maintenant à la loi proprement dite. Oui. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que les propositions de loi viennent des députés. Oui. Et les projets de loi viennent du gouvernement, de l'exécutif. Donc l'initiative de la loi appartient concurremment à l'exécutif et au législatif. Si moi, simple citoyen, j'ai une très bonne idée, j'écris une très bonne loi, je fais comment? Il faut saisir un député, il faut confier ça à un député. Okay. Parce que vous, en tant que citoyen, vous n'avez pas l'initiative des lois. Donc, vous avez délégué votre souveraineté à un député, à un parlementaire élu. Oui. Vous voyez, le citoyen a délégué, en votant pour un député, lui a délégué donc sa souveraineté. Okay. Et lorsqu'il aura des choses à dire au Parlement, sa voix, c'est le député qui porte sa voix. Donc il confie donc ses idées à son député, à un député qui est élu de la nation. Ce n'est pas forcément le député qui est de sa circonscription électorale, n'importe lequel des députés. Lorsque le député est élu, il n'y a pas de mandat impératif, il devient l'élu de la nation. Donc il représente tous les Béninois. Donc vous pouvez saisir n'importe lequel de votre idée en matière de loi et vous lui confiez. Le député donc portera donc cette loi et les services législatifs de l'Assemblée nationale vont l'aider pour mettre en forme cette loi, cette proposition de loi pour être déposée. Ok, comme vous en avez l'expérience de la rédaction de loi, dites-nous un peu comment ça se passe. Vous avez un cabinet qui vous aide à mettre les articles en ordre, comment ça se passe? On sait que par rapport à tel problème, vous avez des idées. Oui. Mais on sait qu'une loi, ce n'est pas 1, 2, 3 articles. C'est tout un. Des fois, c'est très volumineux. Bien sûr. On se demande comment vous faites. Bon. Vous pouvez, si vous-même vous avez les compétences, si vous êtes juriste vous-même, et que vous en avez l'habitude, ce n'est pas tous les juristes qui peuvent rédiger une loi. Donc, si vous êtes juriste, que vous en avez l'habitude, vous avez la main, vous pouvez rédiger votre proposition de loi vous-même. Si tel mais puis tous les députés ne sont pas juristes, mais tous les députés sont supposés pouvoir être auteurs de propositions de loi. Comment se passe? Les députés peuvent donc saisir des spécialistes en la matière. Le député peut venir saisir la direction des services législatifs de l'Assemblée nationale pour dire j'ai une idée. Moi je veux faire une loi dans tel domaine, voici mes idées. Donc les services législatifs de l'Assemblée nationale, les compétences sont là pour l'aider jusqu'à ce que sa loi soit écrite et ils vont lui écrire ça. Ils vont l'aider à ce que la loi soit donc rédigée. Mais si vous-même vous avez les compétences au niveau de votre cabinet, vous pouvez le faire. Le député peut aller au saisir aussi un professionnel, un avocat par exemple, qui est donc outillé dans ce domaine, un juriste, n'importe lequel, qui est outillé, qui sait faire ces choses, puis aller le saisir, qui va l'aider donc à mettre en ordre sa loi, à écrire sa loi, avant de l'amener à l'Assemblée nationale. Donc on a plusieurs sortes de possibilités. D'accord. Oui. Lorsque la loi est rédigée, c'est arrivé au secrétariat, c'est recevable. Le président envoyé au cabinet du président, le président l'envoie en plénière, informe les députés de l'existence d'une telle loi et l'affecte à une commission. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Le président de la commission qui est donc saisi d'une loi a l'initiative pour convoquer
ses collègues de la commission pour une réunion autour de la discussion autour de cette loi-là. Et les textes, le règlement intérieur prévoit qu'il les convoque au moins 48 heures à l'avance. Il ne peut pas vous les convoquer et dire ce soir nous nous réunissons ou bien demain nous nous réunissons. Non, au moins 48 heures. Et la loi, la copie de la loi est multipliée et partagée donc aux députés membres de cette commission qui auront eu le temps donc de parcourir cette loi avant de venir à cette réunion. Et il est loisible à cette commission d'inviter les spécialistes qu'elle estime nécessaire à être à leur côté pour leur permettre de bien étudier cette loi-là. Donc ils peuvent donc inviter des personnes aux ressources et des spécialistes pour venir assister. Il informe aussi le président de l'Assemblée nationale de la réunion pour que le président puisse inviter le gouvernement à être présent donc à l'étude de cette loi-là. Parce que toute loi qu'on vote concerne donc un ministère sectoriel, un secteur de la vie, et donc un ministère sectoriel est forcément concerné. Le gouvernement envoie le ministre qu'il pense être à même de venir donc éclairer les députés sur donc cette loi-là. Et donc les travaux se font en commission ensemble avec les membres du gouvernement pour permettre qu'on étudie jusqu'à adopter cette loi-là en commission. Ça peut nécessiter plusieurs séances. Ça peut nécessiter d'aller à des séminaires d'appropriation de cette loi d'abord pour revenir. Parce que ça dépend de la complexité du contenu de cette loi-là. Si ce n'est pas accessible tout de suite, on peut désirer d'appeler des spécialistes pour aller à un séminaire d'appropriation de cette loi. Vous venez leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette loi, le contenu de cette loi, l'architecture de cette loi. Et c'est une fois les députés seront outillés, reviennent maintenant pour continuer les travaux en commission. Et pendant les travaux en commission et avec les membres du gouvernement, les cadres des ministères qui sont concernés seront là pour éclairer, et aussi des spécialistes peuvent être invités pour les aider jusqu'à ce qu'ils finissent d'étudier la loi et ils votent la loi en commission. Et c'est après ce vote en commission, et le rapport de la commission est fait sur le vote qui a été fait de cette loi. Et ce rapport est déposé au président de l'Assemblée nationale. Et il appartient donc au président de l'Assemblée nationale de mettre cette loi-là, le vote de cette loi-là à l'ordre du jour, puis d'une plénière, et de convoquer les plénières, d'annoncer cette loi-là à l'ordre du jour d'une plénière. Et c'est en plénière maintenant que la loi est multipliée, partagée à tous les députés qui viennent maintenant, et l'étude commence en plénière. Donc, et les députés ont le droit d'amendement. Ce n'est pas forcément le travail qui a été fait en commission qui sera retenu. Les députés peuvent venir amender. Certains peuvent avoir des compétences, des techniques qui vont au-delà de tout ce qui a été fait en commission, venir faire des propositions là qui seront acceptées. On va modifier les articles en plénière, parce que la plénière est souveraine jusqu'à ce qu'on finisse l'étude et qu'on passe au vote. Le vote peut être fait titre par titre, ça dépend de la densité donc de la loi, et on étudie article par article, on peut voter par titre, puis après on vote l'ensemble de la loi. Et c'est après le vote de l'ensemble de la loi qu'on dira que cette loi est votée. Et lorsque la loi est votée, donc le règlement intérieur impose au président de l'Assemblée nationale d'envoyer cela au président de l'Assemblée de la République. Avant d'en arriver là, la commission fait son travail, invite au besoin les spécialistes, prend du temps, dépouille la loi. Si dans son rapport, il estime que cette loi n'est pas pertinente, est-ce que le président de l'Assemblée peut quand même soumettre la loi à la plénière? Non, c'est pas la pertinence de la loi, c'est déjà au niveau donc de la direction des services législatifs dès l'entrée, l'arrivée. Dès que le service législatif étudie et dit c'est recevable, c'est fini. Quand la loi est recevable, les services, la commission n'aura plus rien à faire que d'étudier et de voter la loi. Et de voter. D'étudier et de voter. Mais une loi peut être rejetée. Par l'Assemblée nationale. Par la plénière. Absolument. La loi peut être rejetée. Dès que c'est rejeté. Et même la commission peut rejeter la loi. C'est ce que je voudrais dire. Lorsque la commission rejette, est-ce que ça peut quand même aller en plénière? Non. Lorsque la commission rejette,
C'est fini, ça ne peut pas aller en plénière. C'est un projet mort. C'est mort, c'est terminé. Si la commission rejette, ça ne peut plus être programmé. Il faut que la commission vote d'abord et accepte que le rapport soit fait. Et c'est le rapport qui nourrit les débats généraux d'abord, avant qu'on ne passe à l'étude article par article. De la loi. Voilà. Donc s'il n'y a pas de rapport, c'est que la loi ne peut jamais être votée. Il n'y a pas le rapport d'une commission, la loi ne peut jamais être votée. Une loi qui est rejetée, est-ce que cette même loi peut revenir bien sûr, sous une autre forme? Bien sûr. Ou bien l'État? Bien sûr, même en l'État. La loi dit, lorsque c'est donc, si c'est rejeté, les motifs pour lesquels c'est rejeté seront dits. Mais si c'est retourné à son auteur, si c'est au gouvernement, le gouvernement peut reprendre la loi en intégrant les motifs. La correction est due au motif de rejet et corriger et renvoyer. Si c'est une proposition, ça va suivre le même processus, ça peut revenir, corriger, et cette fois-ci, ça peut être voté. D'accord. Alors, vous disiez que lorsque la loi est votée, le président l'envoie au président de la République. Oui, 48 heures au plus pour que le président de l'Assemblée nationale envoie cette loi au président de la République, qui est chargé donc d'enclencher le processus de promulgation de la loi. Une chose est de voter la loi, une autre chose est sa promulgation avant que ce ne soit exécutoire. Et le président de l'Assemblée nationale doit envoyer cela à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Obligatoirement. Mais forcément, c'est dans un délai de 15 jours. Il doit envoyer cela et ça va revenir pour que dans un délai de 15 jours, il promulgue la loi. Mais lorsque c'est urgent, l'Assemblée nationale peut demander au président de la République de raccourcir ce délai à 5 jours, si tant que la loi est une loi qui touche les droits de l'homme et que les droits de l'homme sont en péril et qu'il faille vite promulguer cette loi-là pour sécuriser les droits de l'homme. L'Assemblée nationale, après le vote, peut demander au président de l'Assemblée et de la République de promulguer cela dans un délai raccourci de 5 jours. Et le président doit saisir rapidement la Cour constitutionnelle qui, en urgence, étudie, analyse et déclare sa conformité avec la Constitution, et le président de la République promulgue la loi. Au cas où il y a des lois où le président de l'Assemblée de la République omet de faire cette procédure et n'envoie pas à la Cour constitutionnelle et ne promulgue pas. Soit il n'envoie pas à la Cour constitutionnelle et promulgue. S'il n'envoie pas à la Cour constitutionnelle et promulgue, n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle et la Cour va déclarer la promulgation contraire à la Constitution et c'est comme si la loi n'avait jamais été promulguée. Alors, si il ne le fait pas, il n'envoie pas du tout. Il n'envoie pas du tout à la Cour constitutionnelle et il ne promulgue pas. Donc ça veut dire que la loi est votée, mais n'est pas applicable. Donc la Constitution dit qu'il appartient au président de l'Assemblée nationale de faire diligence pour dire nous avons voté une loi, mais que le président de la République n'a pas promulgué dans le délai de 15 jours et le délai est passé. Donc, ordonner que la loi soit exécutoire. Et la Cour constitutionnelle ordonne que la loi est exécutoire. Ok. Donc, merci de nous l'expliquer. Donc, la loi peut être exécutoire sans la promulgation du chef de l'État. C'est important. Oui. C'est important. Sans la promulgation du chef de l'État. Et dans ce cas-là, c'est le président de l'Assemblée qui fait diligence et qui saisit la Cour constitutionnelle et la Cour étudie sa conformité à la Constitution et déclare la loi conforme à la Constitution et exécutoire. D'accord. Et en ce qui concerne les traités internationaux, comment ça se passe? Non, les traités internationaux, c'est d'abord pas des lois qui sont votées au Bénin, c'est des traités que le Bénin signe, des accords que le Bénin signe, et quand ça vient, il faut que le Parlement vote pour que ce soit interné à notre dispositif législatif interne, que ce soit donc, ça rentre dans le corpus interne de nos lois. Donc sans le vote de l'Assemblée nationale, même si malgré le vote malgré la signature par le gouvernement, ça ne rentrera jamais en application au Bénin. Il faut que forcément l'Assemblée nationale vote pour donner son accord. À partir du moment où l'Assemblée nationale vote pour donner son accord, donc ce traité international est intégré à l'ordre juridique interne du Bénin.
Oui. Merci beaucoup, honorable. C'est moi. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant arrivés à la rubrique mot de la semaine. Et le mot de cette semaine est amendement. Vous l'avez entendu, ça a été répété plusieurs fois par notre invité. Un amendement est une modification soumise au vote d'une assemblée en vue de corriger, compléter ou annuler tout ou une partie d'un projet ou d'une proposition de loi en cours de délibération ou d'une loi préexistante. En général, le droit d'amendement, c'est-à-dire le droit de proposer des modifications aux textes soumis au vote, est réservé aux membres de l'Assemblée et éventuellement au gouvernement. Juridiquement parlant, il peut également s'agir d'une modification que l'on souhaite apporter à un contrat. Il sera alors opportun d'indiquer à même l'amendement que celui-ci fera partie intégrante et ou sera ajouté en annexe au contrat initial que l'on entend ainsi modifier. Aux États-Unis, le terme amendement désigne aussi une modification apportée à la constitution du pays. Ainsi, le 13e amendement interdit l'esclavage aux États-Unis. Honorable, oui. Nous vous remercions pour avoir fait le déplacement et pour tous les éclaircissements que vous avez apportés. Mais avant de vous laisser, vous allez nous donner votre mot de fin. Non, mon mot de fin, c'est de vous remercier pour l'invitation que vous m'avez faite. J'ai pris du plaisir à partager ces quelques heures d'antenne avec vous. Et je dis merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup, honorable. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec cette pensée de Jean Noin qui dit « La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir. » Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans ce premier numéro de Droit et Devoir. Au prochain numéro et que Dieu vous bénisse.